ainsi, parti de l'aventure individuelle, le film aboutit à la découverte d'un sujet collectif, sujet culturel, expression empruntée à Edmond Gros dans son ouvrage La sociocritique. Ce sujet culturel est enraciné dans la sororité de ces femmes, unies par la même histoire. On peut penser que cette identification à un sujet collectif a permis à l'auteur de se délivrer partiellement du tabou de l'expression individuelle et qui était à l'origine de son silence. Parce que dans les Alouettes naïves, à un moment donné, sans se rendre compte, elle a réalisé qu'elle était en train de parler d'elle-même. Et elle a réalisé que c'est vraiment une mise à nu. Elle n'a pas suggéré et c'est la raison pour laquelle elle s'arrête d'écrire. Pour trouver la parade, elle est allée vers la production de ces films et en écoutant les voix des femmes, elle s'est incrustée dans ce jeu, dans ce nous qui est un jeu collectif. Donc je disais, on peut penser que cette identification à un sujet collectif a permis à l'auteur de se délivrer partiellement du tabou de l'expression individuelle qui pesait jusqu'alors à son écriture et qui était à l'origine, comme je viens de le dire, de son silence pendant une dizaine d'années. Parlons des réunions féminines dans L'amour, la fantasia, roman post-cinéma. Elle évoque cette interdiction de s'exprimer à la première personne. Je la cite. « Jamais le jeu de la première personne ne sera utilisé. » Comment dire « je » puisque ce serait dédaigner les formules couvertures qui maintiennent le trajet individuel dans la résignation collective. C'est l'étape du film, en l'aidant à refaire le parcours du jeu au nous, dont elle avait été coupée par son éducation européenne, lui a permis d'avancer vers cette autobiographie qu'elle redoutait comme une impudeur fondamentale et dont, en même temps, elle ressentait la nécessité. En se cherchant, en se disant, c'est toutes les femmes qu'elle exprima. L'intérêt de la découverte cinématographique est que le nous dans lequel l'auteur s'intègre désormais n'est pas celui de la résignation, mais celui de l'émancipation. Elle s'est émancipée et elle s'est libérée de cette autobiographie dont elle avait vraiment peur. Il est proclamation de ce qui unit par-delà les diversités ces femmes soudées dans un même itinéraire vers la libération. Et l'étape du film, en l'aidant à refaire ce parcours du jeu au nous, dont elle avait été coupée par son éducation européenne, lui a permis d'avancer vers une autobiographie qu'elle redoutait, comme une impudeur fondamentale, et dont, en même temps, elle ressentait la nécessité. Elle avait besoin de parler d'elle-même, et en même temps, c'était une sorte d'impudeur. En se cherchant, en se disant, c'est toutes les femmes qu'elle exprimera dans les écrits post-cinéma. Donc, grâce au cinéma, elle a trouvé la parole. Et ce jeu-nous, elle est dans ce jeu-nous avec toutes les femmes. Mais le passage de l'image à l'écriture soulève un problème clé, celui de la langue. Écrire en français, se dire dans la langue de l'autre, c'est risquer l'arrachement de la terre natale et la séparation d'avec les sœurs enfin retrouvées. Citation, je la cite, « Parler de soi-même hors de la langue des aïeux, c'est se dévoiler, certes, mais pas seulement. C'est pour sortir de l'enfance, pour s'en exiler définitivement. » La quête qui s'exprime dans les 3 livres qui suivront le film, à savoir L'amour, la fantasia 85, Ombre Sultan 87 et Vaste et la prison 95, ce sont les films qui ont pour matrice les 2 films de cette part, La Nouba des femmes de Manchenois et La Zerda ou Les Champs de Nouveau. Alors, la quête qui s'exprime dans ces 3 livres qui suivront et qui constitue une trilogie que l'auteur elle-même qualifie d'autobiographique, retrace les difficultés rencontrées dans l'affirmation de ce jeu toujours plus étroitement solidaire de ses sœurs au risque des mots étrangers. Mais dans un premier temps, et continuant sur la lancée de l'image son, la quête autobiographique après le film se confond avec un prolongement de la réflexion sur la condition des femmes découvertes dans les monts de Chenois.
Assia Djebar raconte que l'expérience cinématographique a contribué à la relancer sur les voies de l'écriture. C'est alors qu'elle conçoit un projet où elle entend se livrer au même type de quête visuelle et sonore auprès des femmes d'Alger que celle entreprise auprès des paysannes du Chenil. L'auteur avait à l'esprit un film semi-documentaire, semi-fiction pour saisir les femmes d'Alger sur les terrasses et les balcons. Film qui ne sera jamais tourné, mais dont le projet sera joint sous forme de nouvelles, sous le titre emprunté à Delacroix, Femmes d'Alger dans leur appartement. L'auteur y prolonge donc la réflexion amorcée par le film, réflexion qui sera complétée un an plus tard par la rédaction des nouveaux romans, sous le titre Ombre Sultane. La première partie du titre se termine en effet sur des souvenirs autobiographiques qui sont, comme la première tentative affirmée et assumée par l'auteur de renouer avec son propre passé. Mais on voit que contrairement à l'irruption par surprise de l'autobiographie dans Les Alouettes naïves, Ombre Sultane apparaît comme une sorte de premier aboutissement d'un parcours collectif entamé par la production filmique où le genou est totalement assumé. Elle va publier ensuite La Zerda et les Chants de Loup. Grâce donc à ces deux films, le film La Nouba, paradoxalement, s'ouvre sur le refus de tout dialogue amoureux. L'héroïne Lila, je parle, je ne veux pas que l'on me voie, je ne veux pas que tu me vois. L'amour, la fantasia, détaillera longuement en évoquant l'aphasie amoureuse de Lila. Auparavant, elle ne pouvait pas parler de l'amour, ni de l'aphasie, ni exprimer cette aphasie. Mais grâce au film, elle va la détailler dans le roman post-filmique, à savoir L'amour, la fantasia. C'est donc au sein de ce partage entre deux langues que s'accomplissent les retrouvailles avec une identité perdue qui sera totalement assumée dans les écrits post-cinéma. Et bien sûr, le troisième roman, Vaste et la prison, le souvenir du film La Nouba, des femmes de Montchenois, réapparaît sous forme de 7 chapitres retraçant quelques grandes étapes du tournage. On a l'impression, quand on lit Les femmes de Chenois, Vaste et la prison, on a l'impression d'entendre la musique et de regarder des images. Ainsi se confirme la découverte suscitée par l'image son, prolongée par l'écriture, que l'artiste n'est pas celui qui montre, n'est pas celui qui parle et explique, mais celui qui rend perceptible ce qui est au-delà de l'évidence. Paradoxal itinéraire donc que ce parcours du film au roman autobiographique, à travers lequel Assia Djebar semble avoir découvert progressivement son identité grâce à la sororité ressentie à l'égard des femmes filmées au Montchenois. La cinéaste s'exprime, et je termine, désormais dans une double appartenance identitaire qui est la sienne, et qui fait qu'en disant « je », c'est toujours un « nous » qu'elle dénonce. Mais, comment dire cette double identité quand on écrit qu'une seule langue? Alors, s'approfondit la spécificité d'une réflexion sur le métissage de l'écriture que la complexité de la bande de sang avait rendu possible. Et je vous remercie.